Avant de commencer, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche de notification et à surtout mettre un j'aime et à partager. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la team 2.0. Avec vous, comme d'habitude, Francis à la présentation. Et aujourd'hui, je suis accompagné de mon fidèle coéquipier. Salut Stevie. Salut Francis, salut à toute la team 2.0. Content encore d'être avec toi ce soir. Comment vas-tu, champion? Quoi de neuf? Ça va, les affaires, on gère. On était un peu là aussi côté football, la trêve internationale là, et tout, on a vu un peu ce qui s'est passé. Et bon, on continue de voir les petites choses et les mauvaises choses aussi. D'accord, c'est parfait. Alors, au sommaire de cette émission, nous allons donc revenir sur l'élimination des Lions indomptables du Cameroun pour le Mondial 2026. Et nous aurons le débat du jour qui sera consacré au cyborg Erling Haaland. Peut-il battre le record de Léo Messi sur le nombre de buts marqués sur une saison? Tu es prêt, Stevie? Let's go! D'accord, c'est parti. Alors, la semaine dernière, les Lions indomptables du Cameroun affrontaient les Léopards de la République démocratique du Congo dans le cadre du barrage qualificatif pour la Coupe du Monde. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les Léopards ont filbou les Lions indomptables. Et ils nous ont chipoté, comme ils disent souvent chez eux là-bas. Oui, hein, c'est vrai que c'est un Cameroun malade, mais le Congo aussi n'est pas très en forme ces derniers temps-ci. Mais c'était une rencontre entre pays, on va dire, moyen, vraiment, et l'équipe qui avait le plus envie de la qualification est passée. Donc, on a vu que le Congo était beaucoup plus déterminé à aller en Coupe du Monde que nous. D'accord. Alors, Stevie, les Lions indomptables du Cameroun ne participeront pas à la prochaine Coupe du Monde. Qu'est-ce qui t'a le plus choqué lors de cette élimination? Ce qui m'a le plus choqué, je dirais bien, c'est l'intensité mise lors lors de cette rencontre parce que je me suis dit, les gars sont en train de jouer comme si on était déjà qualifié, comme si on avait peut-être 2 buts d'avance ou bien. J'ai pas compris le fait de temporiser à tout moment alors qu'on est en train de chercher une qualification et aller vers avant. On était là en train de jouer des ballons en retrait pour le gardien et le gardien qui prend 3 heures de temps pour faire une relance. Et ainsi de suite, j'ai pas compris. Alors que je pense que certains joueurs avaient une envie particulière pour aller vers avant, mais je ne sais pas si c'était consigne du coach ou je ne sais pas où ils étaient crispés, mais j'ai pas compris cette manière de jouer ce match-là. Donc, c'était dommage parce que je pense réellement qu'on était beaucoup plus apte à gagner ce match contre la RDC que le contraire. Donc, dommage vraiment qu'on n'ait pas su gérer cette rencontre. Effectivement, lorsqu'on regarde le match de la République démocratique du Congo, qui, je précise, a battu les Super Eagles du Nigeria pour se qualifier pour le barrage intercontinental, on constate que les Léopards du Congo ont eu beaucoup plus de difficultés face aux Lions indomptables du Cameroun. Et c'est vrai qu'on a eu l'impression que les Lions n'ont pas mis toute l'intensité qu'il fallait pour pouvoir réussir à battre cette équipe du Congo. Mais moi, l'image qui m'a le plus choqué après cette élimination, c'est que généralement, lorsqu'une équipe prend un coup sur la tête et fait face à une difficulté qui est plutôt insurmontable, on voit des scènes de pleurs, on voit des joueurs désabusés. Je me souviens du match entre l'Égypte et les Lions indomptables du Cameroun au stade Amadou Ahidjo, où le Cameroun fait match nul contre l'Égypte suite à un pénalty raté de Pierre Ouémé, et on voit la plupart des joueurs des Lions indomptables, dont Samuel Eto'o, s'écrouler et pleurer. Or, lors de ce match contre la République démocratique du Congo, à aucun moment, j'ai eu l'impression que les joueurs des Lions indomptables du Cameroun étaient touchés. Ils sont tous rentrés dans les vestiaires. J'ai vu aucun joueur essuyer des larmes. On avait l'impression que quelque part, ils s'y attendaient. Je ne sais pas si tu perçois ce que je veux dire.
effectivement, je vois où tu veux en venir. On va pas comparer les époques, on va pas comparer aussi, on connaît pas les émotions. Mais effectivement, on n'a pas vu je ne sais pas, genre, ce manque-là, genre, tu n'es pas allé en Coupe du Monde, tu vas en Coupe du Monde, donc, on n'a pas ressenti vraiment ce malaise, ce mal-être, ou bien ce malaise de Lyon, parce que c'est comme s'il il ne se sentait même pas concerné pour, pour cette qualification. La seule personne que je peux dire que j'ai vu qu'elle était peut-être énervée en sortant de la pelouse, c'est Mbeumo, que j'ai vu quand même un peu énervé, un peu, je vais dire un peu crispy, un peu déçu en fait du match, mais à part ça, on les a vus euh, pas, pas esquisser la moindre émotion. On a vu certains, après, le jour d'après, être en boîte de nuit je sais même pas. Je sais même pas comment les décrire. En boîte de nuit au Maroc, tranquillement à Casa, ils vivaient la belle vie comme si tout se passait bien. Donc, c'est dommage vraiment. C'est dommage vraiment qu'on n'ait plus ces joueurs-là qui ont cette rage-là de porter le maillot du Cameroun et de défendre ses couleurs. D'autant plus que lorsque je reviens sur le match entre la RDC et la Super Eagles du Nigeria, on a vu l'équipe du Nigeria qui était effondrée, Victor Osimhen totalement désabusé, et même l'entraîneur nigérian a carrément accusé les joueurs congolais de sorcellerie tellement il a eu du mal à expliquer cette défaite du côté des Lions indomptables du Cameroun, comme tu l'as dit. Il y a des joueurs qui risquent de ne plus jamais jouer une Coupe du Monde. Je pense à André Onana, je pense à Vincent Boubacar, je pense à Choupo-Moting, je pense à Nga de Gadui. Il y a plein de joueurs qui sont déjà à un âge où il sera compliqué pour eux de redisputer une Coupe du Monde. Mais même ces joueurs-là, on a vraiment justement le sentiment qu'ils étaient un peu en mode je m'en fous, quant à celui qui s'était déjà fait épingler pour des histoires d'infidélité. Et c'est le même joueur qui est reparti dans des boîtes de nuit marocaines pour essayer de passer, de profiter de la nuit. Franchement, ça montre à quel point les Lions indomptables du Cameroun ont été désastreux. Quoi qu'il en soit, Stevie, le Cameroun est donc éliminé, ne participera pas à la Coupe du Monde. Selon toi, qui est le responsable de cet échec monumental? L'échec, c'est vraiment tout, toute une institution, en fait. Je veux dire, l'échec vient de tout le Cameroun, en fait, parce que depuis, depuis qu'il y a des problèmes entre la fédération, entre le ministère, et si le décret vient du président, l'autre dit ci, l'autre dit ça, chacun choisit son coach, chacun choisit ses joueurs, chacun, bref. Ah, en fait, je veux dire, en fait, que le Cameroun, réellement, a toujours été comme ça. C'est vrai que on n'avait pas toujours ces informations. On dit que, bon, maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile d'avoir certaines informations et dire ce qu'on pense et tout. Mais avant, c'est vrai qu'on n'avait pas tous ces échos, mais tout ça se passait pratiquement pareil. Mais il y a, à la différence, c'est que les joueurs eux-mêmes, ils oubliaient tout ces choses-là lorsqu'ils entraient sur le rectangle vert. Donc, lorsqu'ils étaient au stade, ils étaient là pour défendre les couleurs. Après, tous ces problèmes-là ont toujours existé. Mais cette fois-ci encore, vu que ces problèmes-là ont été connus de tout le public déjà, et en plus des joueurs qui ne savaient même pas prendre parti réellement, parce que lorsque tu prends un parti, tu te bats en fait corps et âme pour ce parti et sur le terrain. On n'a pas vu ça. Donc, je veux dire, c'est tout le Cameroun qui a échoué sur ce coup-là. Donc, je peux pas accuser une personne en particulier. D'accord. Pour le coup, je te rejoins. Je pense effectivement que c'est tout le système archaïque qui dirige le football camerounais qui est responsable de cet échec. Le Cameroun a eu la chance pendant des années d'avoir des générations de talents qui ont permis aux Lions indomptables du Cameroun de pouvoir, comment je peux dire, su performer. Je ne dis pas qu'ils ne pouvaient pas performer, mais ils ont su performer dans la mesure où quand tu vois les moyens qui ont été mis en place pour développer le football camerounais et tu vois le niveau
quand même assez bas des infrastructures sportives pendant de longues années. Et tu vois que les Lions indomptables ont toujours eu des succès. Je pense à l'équipe de 90, l'équipe de 82 ou encore la Dream Team de 2000 et 2002, en passant par celle de 2017 qui a réussi à remporter la dernière CAN des Lions indomptables du Cameroun. Je pense que malheureusement, comme j'ai tantôt l'habitude de le dire, c'est qu'on a toujours utilisé les vieilles recettes pour forger les succès de demain. On a oublié que pour construire un effectif qui dure, qui gagne, eh ben, il faut travailler sur le long terme. Et malheureusement, le football camerounais ne travaille pas sur le long terme. On est toujours en train de nous comporter comme si on a toujours la possibilité, peu importe la manière dont on arrive en Coupe du Monde, de pouvoir réaliser quelque chose. Or, le football, il a changé. Voilà, les autres équipes ont commencé à investir beaucoup plus que nous sur le football, ce qui fait que les talents ne suffisent plus, encore que le football camerounais n'a plus de talent. Comme tu l'as dit, les différents dirigeants depuis de longues années ont passé leur temps, peu importe le président de la fédération, peu importe le ministère des Sports, à se disputer sur des questions de primes, sur des questions financières, sur des questions qui n'ont aucun rapport avec le football, au lieu de se concentrer sur le devenir du football camerounais. On n'a pas assez investi sur les infrastructures sportives. Le football jeune est quasiment et totalement caduque. On a de moins en moins de talents qu'on réussit à produire. Il fut une époque où on produisait beaucoup de talents, les Ngom Gomel, les Samuel Eto'o, les Jérémy Nditap, les Laurent Temamayer. Là, on n'a plus ça. Et comme si ça ne suffisait pas, on a moins de talents, mais on a beaucoup plus de problèmes. Il y a une division abyssale entre la fédération et le ministère. Et quand je vois le comportement des joueurs des Lions indomptables du Cameroun après le match, c'est là où je me rends compte que quelque part, c'est pas pour les blâmer, parce qu'après tout, c'est eux qui sont sur le terrain et c'est à eux de faire preuve de patriotisme. Mais j'ai eu l'impression que les mecs étaient résignés. C'est comme si eux-mêmes, au fond, ils ont le sentiment qu'ils ne pouvaient pas faire plus. Et c'est là où tu vois que l'environnement dans lequel ils ont vécu pendant ces qualifications a tellement eu de l'impact qu'à un moment donné, je crois que quelque part, peut-être ils étaient soulagés que pour une fois, ça se termine. Je ne sais pas si tu partages mon point de vue. Oui, on peut voir ça comme ça aussi, hein, parce que c'est effectivement, ce sont les joueurs qui sont, qui vont, c'est eux qui sont sur le terrain. Donc, je pense que si ils n'ont pas eu cette réaction qu'on attendait peut-être tous, c'est parce que peut-être c'était comme pour dire, bon, ouais, au moins cela, on va plus trop nous déranger, nous demander de faire un choix de quel côté nous sommes bien. Donc, peut-être aussi, mais je vais dire aussi, ça n'explique pas. Parce que, comme je disais tantôt, avant aussi, on avait ces mêmes problèmes. Mais lorsque les joueurs entraient sur le stade, c'était pour que, même si on a quel problème, même si c'est qu'est-ce qui se passe dans nos fédérations, dans nos ministères et tout, lorsque tu viens défendre ton pays, tu le défends avec toutes les forces possibles. Toutes les forces possibles. Chaque jour, chaque nuit, comme dans, on le voit partout. Donc, moi, je ne peux pas dédouaner cette équipe-là. Parce que ils sont aussi fautifs que le reste. D'accord, je suis totalement d'accord avec toi. C'est pour ça qu'on est d'accord sur, comment je peux dire, euh, l'autopsie, que c'est tout ce système archaïque qui a été mis en place, que ce soit les joueurs, les entraîneurs et les sélectionneurs qui ont été choisis, la fédération ou encore le ministère, en tout cas le système dirigeant du Cameroun qui est responsable. Mais tu sais, autant ceux qui sont arrivés dans les années précédentes, comme tu le citais tantôt, ils étaient les premiers à bénéficier de ce système-là. Donc, je me dis, avec la nouvelle génération, c'est facile de juger. Tu sais, moi, par exemple, je ne suis pas sûr que toi et moi, on aurait pu supporter tout ce que nos parents ont vécu par le passé. Nous, on est nés avec, je ne vais pas dire une bêtise, avec quand même des avantages. Nos parents sont nés à une époque où il y avait pratiquement rien au Cameroun. Donc, je me dis, les anciens lions, ils ont tout construit avec la génération des Roger Mila, voilà, des Benjamin Massing, des Eugène Ekeke. Par la suite, le relais de cette génération, ça a été les Patrick Ngoma, les Samuel Eto'o, les Rigobertson. Cette génération, quelque part, elle profite du travail qui a été fait par les autres,
Mais j'ai l'impression que si les autres, quand ils étaient rassemblés dans des difficultés pareilles que celle-ci, ça les dérangeait moins et ça avait moins d'impact sur eux que cette génération. J'ai plutôt l'impression que cette génération, vu qu'ils gagnent énormément d'argent dans les clubs dans lesquels ils jouent, le football est de plus en plus professionnalisé. J'ai l'impression que psychologiquement, c'est beaucoup plus difficile pour eux d'être dans des conditions où il n'y a que des problèmes, où ils doivent choisir des camps, où on leur dit vous allez jouer à Garoua, vous allez jouer à Yaoundé, où on leur dit vous avez deux staffs techniques. J'ai l'impression que eux, dès lors qu'il y a un petit couac qui pollue l'environnement et la sérénité dans la tanière, ils ne peuvent plus rien faire de spécial. Certes, on ne serait plus les mêmes choses, mais on voit pratiquement toutes les autres équipes en train de se donner à fond, malgré qu'ils aient aussi leurs problèmes. Mais sur le terrain, ils se donnent à fond. Donc, c'est pour ça que je suis toujours obligé de tomber sur eux, parce que c'est eux, bah, c'est avec leurs deux pieds qui doivent nous faire rêver. Ils ne l'ont pas fait cette fois-ci. D'accord, mais moi je pense que je vois ce que tu veux dire, mais les équipes que tu viens de citer, je prends le cas du Sénégal. En 2010, le Sénégal se fait éliminer pour les qualifications pour le mondial en Afrique du Sud par la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe? La Fédération sénégalaise de football est démantelée, voilà, et le football sénégalais commence à investir, le système sénégalais investit massivement sur le développement du football. Ce qui va engendrer le développement du football jeune, la production de talents, et ça va engendrer les résultats que tu vois aujourd'hui. Les joueurs sénégalais font partie du plus grand contingent de footballeurs subsahariens, africains dans le monde. Tu prends l'équipe du Maroc, lorsqu'ils se font éliminer par le Bénin, je crois que c'était lors de la CAN, si je ne me trompe pas, 2017 au Gabon. C'est là où le football marocain fait sa mue. Ils investissent massivement dans les infrastructures, tu es bien placé pour le savoir, dans le football amateur. Et c'est ça qui donne les générations de talents qu'on a actuellement. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Lorsque la Côte d'Ivoire se fait humilier par le Cameroun, je crois lors de la CAN 2000 ou 2002, où ils prennent un 3-0 avec les fameuses images, je crois, de Ahmed Bakayoko de la sélection ivoirienne qui est obligé d'aller faire un commando militaire pour les punir d'avoir été éliminés par les Lions. C'est à partir de ce moment-là qu'ils investissent dans le football jeune et c'est ça qui donne la génération dorée, des Drogba, des Kolo Touré, etc., etc. J'ai l'impression que nous, de notre côté, on n'a jamais su investir sur les talents qu'on avait. On s'est contenté de jouer avec notre gloire. On a continué à penser que quoi qu'il arrive, le Cameroun reste le Cameroun de par la gloire passée qu'on avait. Et on n'a jamais essayé de mettre tous les moyens en œuvre afin de faire en sorte que le football et les succès qu'on avait puissent être pérennes sur le long terme. Je prends même le cas du Nigeria. Quand tu prends le cas du Nigeria, ils ont eu la génération dorée avec les Didier Okocha ou encore les Wenko Kanu. Voilà. Mais par la suite, ils ont eu une période compliquée, mais ils ont réinjecté et ils ont beaucoup plus investi sur le football. Et c'est ça qui a donné des générations dorées avec les Lookman, qui est Ballon d'Or, avec Victor Osimhen, qui est Ballon d'Or. Ils avaient deux Ballons d'Or, même s'ils n'ont pas réussi contre l'équipe de RDC, mais ils sont quand même finalistes de la dernière CAN. Tu prends le cas du Cameroun, le dernier Ballon d'Or africain camerounais, c'est Samuel Eto'o. Ça fait combien d'années que le Cameroun n'a pas eu un joueur super bien placé à même de pouvoir gagner le Ballon d'Or africain? Le Nigeria en a eu deux. Le Maroc probablement aura Achraf Hakimi. L'Égypte a eu Mohamed Salah. Donc, tous ces éléments montrent que quand on est dans un système qui n'est pas un système qui prévoit, qui essaye de réfléchir sur le long terme et qui est toujours en train de réfléchir au jour le jour, avec malheureusement une génération qui n'a pas la même mentalité, qui n'a pas le même Hemley, qui est le Hemley du Cameroun, malheureusement, pour moi, ça va toujours engendrer les conséquences qui sont qu'on a ressenties actuellement. Même si, je te rejoins, quand je vois l'équipe de Haïti qui s'est qualifiée pour la Coupe du Monde alors qu'actuellement leur pays est en guerre, ça montre aussi qu'il est important d'avoir des joueurs qui ont une surmotivation plus que la norme pour pouvoir avoir des succès. Oui, oui, effectivement. Mais en tout cas, je pense que nous, on dit là pratiquement la même chose. Nous sommes quand même sur la même longueur.
on est d'accord que c'est tout un système qu'il faut changer. C'est pas juste, je ne mets pas juste la faute sur les joueurs, mais je dis qu'ils sont quand même aussi les grands responsables. Donc, c'est tout le système qu'il faut revoir et voir comment repartir de zéro. Moi, j'aurais même préféré même que, même la CAN qui doit se jouer là, si on n'était même pas qualifié dessus, donc on n'est pas qualifié à la CAN, on n'est pas qualifié à la Coupe du Monde, au moins, je pense peut-être que là, on devait avoir au moins un électrochoc pour dire que bon, recommençons un peu à zéro pour rebâtir quelque chose de nouveau dessus. On prend sur 10, 15 ans, on voit ce que ça donne. Donc, on va voir ce qui va se passer. D'accord, excellente transition parce que justement, la CAN, c'est dans moins de 50 jours au Maroc. Les Lions indomptables du Cameroun sont dans un groupe assez relevé, constitué des Panthères du Gabon, des Éléphants de Côte d'Ivoire champions d'Afrique et du Mozambique. Étant donné la situation que nous constatons avec l'élimination pour la Coupe du Monde et les problèmes qu'il y a actuellement sur les élections à la Fédération camerounaise de football qui font face à un veto du MINSEP, j'ai l'impression qu'on est reparti pour d'autres problèmes. Oh, je suis fatigué de ces problèmes-là. Ils vont trouver une solution et on va avancer parce que ça ne sert même plus à rien de commenter parce qu'ils vont faire qu'on dise que laisse ou bien ne laisse pas. Quand les personnes sont, on va dire, sont têtues tous sont têtus, tous ont leur fierté, tous, bof, on n'ira pas très loin avec eux. Et tu sais, parfois je me demande si ces responsables, que ce soit ceux de la fédération comme ceux du MINSEP, ont vraiment envie que les Lions indomptables du Cameroun puissent aller loin dans les compétitions. Parce que moi, je me dis, si votre intérêt, c'est de faire en sorte que le football camerounais puisse rayonner, pourquoi ne serait-ce que pour un seul match, pour un rassemblement, pour, comment je peux dire, une compétition, comment se fait-il qu'ils sont incapables de trouver une trêve pour essayer de se rassembler pour l'union nationale? Moi, je vois des trêves entre des pays qui sont en guerre, mais je ne comprends pas comment deux entités qui représentent le même système sont incapables de trouver une trêve pour le bien-être du football camerounais. Donc là, on vient à peine d'être éliminé pour la Coupe du Monde et le seul moyen qu'ils ont trouvé pour essayer de préparer la prochaine CAN, c'est de faire une guerre concernant l'organisation ou pas des élections du nouvel exécutif de la Fédération camerounaise de football. Franchement, parfois, je me demande qu'est-ce qu'au fond ces dirigeants veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ce sont des personnes quand même d'une certaine maturité. J'ai du mal à comprendre comment deux adultes sont incapables de faire des choix d'intérêt général. Ça arrive qu'un père et une mère se disputent régulièrement, mais lorsque l'enfant va en examen, ils font de leur mieux pour que l'enfant soit dans les meilleures conditions possibles pendant l'examen. Pour ça, vraiment, je suis dépassé par. En fait, les deux côtés sont tellement bornés que vraiment pour trouver ce consensus, ça sera vraiment pas facile. Il va falloir, comme d'habitude, là, un décret présidentiel pour dire que, comme ça. Parce que on a déjà été comme ça et vu que les dirigeants sont les mêmes et ils veulent continuer un certain système, bah, ça ne pourra pas marcher si quelqu'un d'autre veut venir, je sais pas, comme on parle de la fédération, si la fédération venait avec d'autres nouvelles, je sais pas, d'autres nouvelles astuces ou d'autres nouveaux tips, bah, peut-être le ministère ne sera pas d'accord avec ça et il ne voudra pas que ça change, peut-être un système change et tout. Et il y aura toujours ce conflit-là. Et vu que ces personnes n'aiment, je sais pas, ne veulent même pas que ce soit pour le Cameroun, que ce soit, c'est comme s'ils s'en foutent. Comme tu l'as bien expliqué, gars, quand les parents sont en désaccord, mais qu'il y a un enfant qui est là et on doit pouvoir le suivre, bah, les parents trouvent un consensus entre eux pour le bien-être de l'enfant. Donc, si eux, ils n'arrivent pas à faire ça, bah, on, on va, bon, on va droit dans un mur. D'accord. Alors, j'ai une question à 1 million de francs CFA. Selon toi, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est avec ou sans Marc Brice? Et je pense que Marc Brice sera là, juste à la fin de la CAN, au moins. Après, je ne sais pas, mais je pense qu'il sera là. C'est quand même paradoxal, un entraîneur qui a juste 2 défaites, mais qui est autant décrié. Et tu sais, c'est qui est marrant,
Hier, je regardais les différents résultats des pays africains lors de cette trêve internationale et je me suis rendu compte de quelque chose de stupéfiant. La Tunisie a accroché l'équipe du Brésil. Le Sénégal a joué contre le Brésil. Le Sénégal a joué contre l'Angleterre récemment. La Côte d'Ivoire a joué contre l'Arabie Saoudite. Bref, la plupart des équipes africaines jouent des matchs amicaux de renom. Je ne me souviens pas de la dernière fois que les Lions indomptables du Cameroun ont disputé un match amical de renom. J'ai l'impression que depuis je vais peut-être déranger, mais j'ai l'impression que depuis pratiquement une dizaine d'années, les seules fois où l'équipe nationale du Cameroun joue des matchs amicaux, joue contre des équipes de niveau supérieur, c'est dans les compétitions. Il n'y a pas de préparation. Et là, quand je regarde le calendrier, à part si je me trompe, il n'y a plus de date possible pour faire des matchs amicaux. Donc, perso, je pense que normalement, pour qu'il y ait un électrochoc, il aurait fallu limoger Marc Brice. Mais prendre un nouvel entraîneur qui va arriver, il n'a pas de match de référence, il doit connaître les joueurs avec lesquels il pourra compter pour disputer la CAN. Je me dis, je commence même à te rejoindre que finalement, vaut mieux rester avec Marc Brice parce qu'il connaît déjà les hommes, il connaît déjà l'environnement aussi, parce que même dans le côté prévision, le côté préparation, les Lions indomptables, depuis de nombreuses années, ne font même plus de matchs amicaux intéressants pour se préparer, pour jauger leur niveau. C'est dans les compétitions qui jaugent leur niveau. Et après, on va s'étonner qu'on va perdre contre le Cap-Vert, on va perdre contre la République démocratique du Congo, on va perdre contre le Sénégal. On va toujours compter sur les miracles de Dieu. Malheureusement, du côté du Cameroun, justice de Dieu, il n'y en a pas. Ah, effectivement. Et quand tu parlais de matchs amicaux, par exemple, effectivement, le dernier dont je me rappelle, c'était le Cameroun-Allemagne, le 2 avant le mondial 2014, si je me rappelle bien. C'est mon dernier souvenir d'un gros match amical du Cameroun. Vraiment, j'espère réellement que beaucoup de choses pourront s'arranger parce que on a besoin vraiment d'un nouveau système vraiment qui, euh, qui ne dérange, qui ne dérangera qui ne dérangera plus les joueurs, que ce soit de la fédération, que ce soit du ministère, que ces personnes-là qui veulent diriger le football camerounais se mettent sur une table et prennent de bonnes décisions pour le bien des Camerounais. Parce que à chaque fois que le Cameroun perd, c'est tous les Camerounais qui sont touchés. Même ceux qui se disent que, bah, non, je ne regarde plus les matchs du Cameroun. Eux-mêmes, ils regardent toujours ces matchs-là et ils sont toujours déçus à la fin parce que on perd certains matchs. Donc, j'espère réellement que ces choses-là pourront s'arranger. D'accord, à titre de rappel, je crois que le dernier match amical de renom des Lions indomptables du Cameroun, c'était le France-Cameroun, je crois que c'était 3-2 avec le coup franc de Payet. Je pense que c'était après 2014. Sinon, quand je vois le conflit qui est en train de naître entre la fédération et le MINSEP par rapport à l'élection de la Fédération camerounaise de football, je crois que nous sommes mal barrés pour avoir des solutions. Bref, les amis, dites-nous dans les commentaires quel est votre regard sur l'élimination des Lions indomptables du Cameroun et selon vous, qui sont les responsables de l'échec des Lions indomptables du Cameroun. Stevie, on va passer au débat du jour. Voilà, les qualifications pour la Coupe du Monde directe sont d'ores déjà terminées. On a déjà une visibilité sur la plupart des pays qui participeront à la prochaine Coupe du Monde, parmi lesquels la Norvège. 27 ans après sa dernière Coupe du Monde, c'est en 1998. Les Norvégiens, les descendants des Vikings, se sont donc qualifiés brillamment pour le Mondial 2026. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette qualification porte la signature d'un seul homme, Erling Haaland. Stevie, Haaland a 32 buts en 20 matchs, toutes compétitions confondues. Je tiens à préciser qu'il est le meilleur buteur de ses qualifications pour la Coupe du Monde avec 16 buts. Il a marqué autant de buts que toute l'équipe de France durant ses qualifications. Il a marqué autant de buts que toute l'équipe d'Allemagne durant ses qualifications.
Il a donc 32 buts en 20 matchs et je précise que Léo Messi, lorsqu'il a atteint son fameux record sur une saison de 91 buts, il était à 20 buts en 20 matchs. Tu me vois venir, Stevie. Est-ce que tu penses que Erling Haaland va réussir à battre, sauf blessure, le record de Lionel Messi? Ça, waouh. On peut dire oui, non, bah, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais je pense que les 91 buts, c'était sur une année civile. C'était pas sur une saison. Erling Haaland, je pense réellement que actuellement, c'est comment on l'appelle le cyborg, c'est un buteur incroyable. Je ne sais pas comment il fait, mais il a cette capacité à être toujours là où il faut quand il faut. Et je pense depuis ses débuts, depuis que je le suis, depuis ce jour-là, ses chiffres sont incroyables. Je pense qu'il a le même nombre de buts que Mbappé en sélection avec, si c'est pas 40 matchs en moins. Mais c'est incroyable, ces statistiques qu'il a. Et je pense réellement que c'est même ce joueur-là qui dépassera facilement les 1000 buts en carrière s'il joue jusqu'à un certain âge. Je pense réellement. Parce que, actuellement, il est quoi? Il est déjà, bon, si je ne me trompe pas, il avoisine les 400 buts. Il a quoi? Il a 23 ans, enfin, 24 ans. Mais ce gars est monstrueux. Donc, je pense que si cette saison-ci, s'il continue sur cette lancée, facile, il peut battre ce record, je pense. D'accord. Moi, perso, je pense que s'il n'y a pas de blessure, Haaland va battre ce record parce que j'ai l'impression que les années où il y a la Coupe du Monde, c'était déjà le cas après la Coupe du Monde de 2022. C'est l'année où il a gagné la Ligue des Champions avec Manchester City et il a terminé deuxième au Ballon d'Or. J'ai l'impression que avec la qualification plus de la Norvège, donc il ne sera pas déshérité au niveau de la Coupe du Monde, cette saison, Haaland s'est décidé à tout pulvériser parce que là, il a déjà 12 buts d'avance sur les temps de passage de Lionel Messi. Donc moi, je pense sincèrement qu'il est capable de le faire. Maintenant, ça va dépendre du fait que Manchester City aille le plus loin possible en Ligue des Champions, car plus il jouera de matchs, plus il pourra marquer, qu'ils aillent le plus loin possible dans toutes les compétitions, que ce soit la FA Cup ou encore la Cup. Voilà. Et je pense que c'est très possible qu'il puisse battre ce record. Et s'il bat ce record, franchement, je t'avoue que ce serait un choc pour moi parce que déjà, les 91 buts de Messi, personne ne s'y attendait. Je crois qu'il avait battu le record de Gerd Müller. Et il a fallu de plus de 30 ans, voire plus de 40 ans pour qu'un joueur batte le record de Gerd Müller. Mais si Haaland réussit à battre ce record en moins de 30 ans, parce que moi, je ne pensais pas qu'un joueur pouvait atteindre ce record, franchement, je trouve que ce serait vraiment délirant. Et comme tu l'as dit, il a 55 buts en 48 matchs avec sa sélection. Il avoisine effectivement les 400 buts en près de 300 matchs. C'est stratosphérique. Déjà, Kylian Mbappé est très fort, mais quand je vois ce que Haaland fait, je t'avoue que pour ma part, c'est du jamais vu. Effectivement, c'est du jamais vu lorsqu'on voit surtout ces chiffres. C'est, 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 c'est incroyable. C'est vraiment, on ne, en fait, on ne s'imaginait vraiment pas lorsqu'on a soulevé Cyborg. Je pense pas que les gens s'imaginaient même que, bah, c'est vraiment un cyborg parce que lorsqu'on fait le comparatif avec tous ces joueurs, tous ces grands noms du football, mais on voit il est réellement en avance. Lorsqu'on le compare à Mbappé, Mbappé est incroyable, et Mbappé est incroyable, sans aucun doute, mais lorsqu'on va aller à côté, c'est monstrueux. Il a quoi? Oh non, il a quoi? Il a juste 25 ans ou un truc comme ça, 24, 25 ans. Il est déjà plus pratiquement 400 buts. Imaginons s'il continue dans cette lancée-là. Disons qu'il a encore 10 ans de carrière. Il va battre tous les records, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en Europe, que ce soit en Coupe du Monde même. Donc, parce que je pense que sa première Coupe du Monde, si tout se passe bien, il risque de jouer peut-être 2 ou 3 Coupes du Monde. Celle-ci, bon, on ne sait pas comment ça se passe, mais espérons qu'il puisse jouer plusieurs Coupes du Monde. Ah,
il peut détruire toutes les statistiques qui existent. Donc, vraiment, chapeau à lui. Mais dis-moi, vu sa manière de jouer, est-ce que tu penses que il peut mettre long? Je pense qu'il peut mettre long, hein, parce que lorsqu'on parle de son hygiène de vie et comment il garde son corps, bah, c'est ce type de joueur-là qui, et en fait, le football, comme on le dit chaque jour, il a vraiment changé. On voit beaucoup plus de joueurs être performants après 35 ans, ce qu'on ne voyait pas il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Avant, lorsqu'un joueur avait 33 ans, 34, bah, on disait fin de carrière. Et Zidane, il a pris sa retraite, il avait quoi, 34 ans? Voilà. Donc, lorsqu'on voit un peu à quel âge il y a 20 ans, les gars prenaient leur retraite et maintenant, 35, 36, 37, 38 ans performés, les Robert Lewandowski et tout, le Karim Benzema, même s'il est un peu dans des championnats exotiques, les Olivier Giroud, on les voit. Et je pense que Erling Haaland, il risque de jouer même jusqu'à ses 40 ans. En plus de cela, quand je vois sa manière de jouer, je ne veux pas dire qu'il est à l'économie, mais c'est pas un joueur qui touche beaucoup de ballons. Donc, c'est pas aussi un joueur qui se dépense énormément. Je ne dis pas une fois de plus, il fait de l'économie, mais il n'a pas un jeu où il dépense énormément d'énergie, où il fait beaucoup de courses. C'est vrai qu'il a beaucoup de jeux sans ballon, voilà, mais j'ai l'impression qu'il a encore beaucoup d'énergie pour la suite de sa carrière. Bref, les amis, dites-nous dans les commentaires si vous pensez que Erling Haaland va réussir à battre le record de 91 buts de Lionel Messi. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et surtout de liker et de partager. Prenez soin de vous.